Salut à tous et bienvenue sur Automobile Pro. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis sur les routes de Lyon pour prendre le volant d'une Lyon, à savoir la nouvelle Peugeot 408. Alors la 408, pourquoi on s'y intéresse? Bon, il y a une version thermique de 130 chevaux, essence classique, mais la gamme elle est couronnée par deux versions hybrides rechargeables. La première fait 180 chevaux, la deuxième en fait 225. Aujourd'hui, on a choisi de prendre les commandes de la version 180 chevaux. Pourquoi? Parce que c'est la plus efficiente et aussi parce que c'est la plus accessible. Alors, il y a des débats éternels autour de cette voiture, hein. C'est un peu comme le sexe des anges. Est-ce que c'est un SUV? Est-ce que c'est un crossover? Est-ce que c'est une berline? Est-ce que c'est une compacte? Alors moi, ma méthodologie, c'est de m'en référer aux chiffres. Je vais prendre tout simplement les dimensions. Longueur 4,69 m, c'est la même chose qu'une Tesla Model 3. Largeur 1,85 m, c'est encore la même chose qu'une Tesla Model 3. Hauteur 1,48 m, c'est 1 cm de moins qu'une Hyundai Ioniq 6. Et logiquement, personne ne dirait qu'une Hyundai Ioniq 6 est un SUV. Donc pour moi, la classification, ce sera berline aujourd'hui. Ou éventuellement compact rallongé, puisque cette voiture partage sous-bassement, train roulant, la planche de bord avec sa petite sœur, la Peugeot 308. Alors ok, je vais être immédiatement contradictoire. Sur le design, Peugeot s'est quand même bien amusé à brouiller les pistes, hein. Il y a plein d'éléments suffisants. Je pense par exemple à ces inserts noirs là sur le bouclier. On a aussi voilà, du plastique autour des passages de roue tout le long de la partie basse du véhicule. À l'arrière, on a un gros pare-choc en plastique noir avec les réflecteurs et les feux de marche arrière. Il y a d'autres éléments de design hein, qui méritent quand même le coup d'œil. Peugeot a repris voilà, la fameuse graphie 408 sur le capot, comme dans les années 70, mais ils ont transformé la police d'écriture. On voit ici le fameux nouveau logo Peugeot, la calandre dont on a du mal à déterminer les contours, la fameuse griffe qui est apparue sur la 508. Moi j'aime bien le capot carrossier, hein, vous savez, qui ne déborde pas sur les ailes. Alors, on a des petits appendices ici là, sur le pavillon. J'ai pas la moindre idée de s'ils aident l'aérodynamique ou si c'est juste du look. Et ici, on a l'impression qu'il y a une troisième fenêtre hein, de custode, mais en fait, non, c'est aveugle. Le chargeur, il se trouve ici, à l'arrière gauche. Donc voilà, les équipes de design de Pierre-Paul Mattei et ici, le coup de crayon de Kevin Gonsalves ont donné un véhicule assez étonnant. Je vous conseille de le voir en vrai parce que c'est comme la Ioniq 5, etc. On a beaucoup de voitures en ce moment qui transforment un petit peu nos perceptions des formes, des proportions, etc. Ça vaut le coup d'être vu. Il y a un peu de recherche en ce moment. Il se passe des choses dans l'univers de l'automobile et du design automobile. Alors, microfiche technique, hein, côté moteur, on a le 4 cylindres 1,6 L PureTech. Il développe 150 chevaux. Il travaille en symbiose, en harmonie, avec un moteur synchrone à aimant permanent situé sur le train avant. La boîte de vitesse est automatique, elle compte 8 rapports, c'est la fameuse EAT8 fabriquée par l'équipementier japonais Aisin et la puissance cumulée, elle est de 180 chevaux et tout passe évidemment par le train avant, ceci est une traction. Allez, me voici à bord de cette Peugeot 408, on va pouvoir étudier l'intérieur avec la petite caméra. Alors si vous avez une 308, sachez que vous retrouverez facilement vos affaires puisque c'est exactement la même planche de bord. C'est le fameux e-cockpit de Peugeot, hein, vous savez, c'est petit volant et instrumentation surélevée. Sur cette version GT, hein, on a un beau petit volant en cuir perforé, très agréable au toucher, de petite taille, très agréable à manipuler. Pas mal de commandes bien faites sur le volant avec ici le limiteur et le régulateur intelligent qui se règle facilement. On comprend très bien comment ça marche du premier coup. Ici pour la radio et les commandes OK Peugeot, donc c'est voilà, tiens, on se réveille, OK Peugeot. On a des petites palettes pour contrôler les rapports de la boîte automatique EAT8. L'instrumentation, c'est un bloc de 10 pouces qui se trouve devant moi. Alors il a un effet 3D sur cette version haut de gamme. À gauche, on peut lire kilomètres restants 100% électrique et niveau de charge de la batterie. À droite, évidemment, la consommation et les kilomètres restants en 100% thermique. Au centre, l'écran d'infodivertissement. Là, on est sur le menu principal. Il y a les toggles, ça s'appelle comme ça chez Peugeot, hein, donc c'est ces raccourcis qui permettent de basculer d'une fonction à l'autre. C'est plutôt bien fait. Là, on a notamment les informations énergétiques du véhicule. On peut facilement choisir ses radios, etc. Climatisation, c'est sur l'écran. Il n'y a pas de commande rotative, c'est peut-être un petit peu dommage. La navigation, c'est TomTom qui l'assure. On va voir si c'est rapide. Ouais, ça pourrait aller plus vite. Hop. C'est pas forcément hyper réactif.
Je l'ai testé, c'est quand même plutôt bien fait quand on voit visuellement. Téléphone, évidemment la voiture est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Et en dessous des toggles, ça on a les fameuses touches piano qui feraient tant plaisir à Richard Klederman. Et ici, voilà, on peut régler le son directement de la radio d'un seul geste, donc ça c'est plutôt pratique. La console centrale, elle est assez massive, assez jolie à regarder. On a pour 100 € en option le chargeur à induction. Ici, les commandes de rapport, parking actuellement, évidemment air, marche arrière, neutre, drive, donc c'est la marche avant, et brake, c'est la version, on va dire, avec forte régénération. Ici au centre, hein, le choix des modes de conduite. Hop, on choisit sur l'écran. Alors on a sport, là c'est le moteur thermique qui a la priorité. Hybride, c'est un mix. Électrique, par défaut, c'est le moteur électrique qui se met en priorité. C'est plutôt, voilà, il y a des belles matières là en haut, on a des surpiqûres, des choses assez réussies. Plastique dur en bas, mais ça franchement pour moi c'est pas du tout un problème. Je remercie Peugeot hein, qui a mis des matières laquées, mais uniquement dans des endroits où on va jamais avec des objets ou avec des clés. Ça, du coup, ça permet de préserver le côté assez sympa visuellement, sans que ça se raye au bout de 5 minutes. Allez, on va aller voir derrière ce que ça donne, si c'est aussi réussi pour les passagers arrière. Et me voici à l'arrière de la 408, hein, évidemment, on va commencer par la place aux genoux. Vous commencez à me connaître, hein, moi je fais 1m77, mais j'ai les petites jambes et un grand tronc. Le siège devant moi, il est réglé à mes mensurations, et je vois que j'ai, allez, 20-25 cm devant moi, devant mes genoux, donc c'est plutôt agréable, on peut même passer les jambes et les pieds en dessous du siège, un petit rangement ici, ça c'est bien vu, avec le filet, on a des rangements sur le côté, allez, petite bouteille d'eau, hein, pas la grande, qui passe ici, aérateur individuel, prise USB-C, un petit rangement ici, donc c'est plutôt agréable. L'assise, je dirais qu'elle est un poil basse, parce que bah, voilà, le pavillon n'est pas très loin, donc les très grands gabarits seront peut-être un peu déstabilisés, mais globalement, c'est très confort. Je rajoute qu'on a le petit appuie-tête amovible. Allez, mon seul regret, c'est que on est peut-être un petit peu... Voilà, ça manque un peu de lumière, mais heureusement, notre véhicule d'essai, il est doté du toit ouvrant optionnel à 1100 €. Et d'un coup, l'habitacle, il est beaucoup plus lumineux. Alors, toutes les versions de la 408 sont équipées de cet accoudoir central amovible, double porte-gobelet, et de la trappe à ski qui permet de loger des objets longs. Je vais aller voir le coffre, mais je vais pas passer par là. Malheureusement, je crois que j'ai pas le bon format pour ça. Allez, on passe au coffre, avec le grand haillon qui s'ouvre électriquement. Côté coffre, c'est pas mal du tout, hein. On a plus de 470 litres de volume de chargement. Donc la soute, elle est bien large, elle est facile d'accès. On a bien de la place, le seuil de chargement est pas trop haut, il est en mes genoux. On a même des petits espaces supplémentaires avec des filets, voilà, des choses pour soutenir, pour pas trop que ça bouge. Une prise 12 volts, ça c'est pas mal. Je rajouterai qu'ici on peut facilement rabattre, tac, d'un seul geste, la banquette qui se situe devant, et on peut porter comme ça le volume jusqu'à 1500 litres. Petit regret cependant, le câble type 2, là, il est dans sa petite valise, parce que en dessous du plancher, il n'y a de la place que pour un seul câble, en l'occurrence le câble domestique. Et voilà, on n'a pas grand chose d'autre. Donc pour moi, côté habitabilité, vie à bord, etc., c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne la conduite, et on va commencer en ville. Alors notre ville test témoin du jour, ce sera la cité de Joigny, avec des petites rues assez étroites. On va essayer de se faufiler pour voir ce que ça donne cette 408 en agglomération. Alors évidemment, en agglomération, on roule par défaut en 100% électrique, ce qui est toujours appréciable, hein. On a le silence d'une voiture électrique. Allez, on est sur des pavés là, et on sent que ça tremblote un peu. Mais on roule 19 pouces, hein, donc forcément ça transmet un petit peu les irrégularités de la chaussée. Alors voilà un petit défaut de la voiture. Ouh là là. Alors un petit défaut de la voiture, c'est que la caméra, elle n'est pas accessible directement via une commande sur le tableau de bord, et je trouve ça dommage parce que dans ce genre de manœuvre, ça aiderait. Voilà, on s'en est sorti. Pas facile, hein, cette ville. Petit volant, par contre, très doux. Direction agréable lorsqu'on est en manœuvre. On va essayer de tourner là pour voir le rayon de braquage. Il
faut 2 tours de volant pour arriver à la butée quasiment. Le diamètre de braquage, il est de 11,18 m, ce qui n'est pas si mal. Après, c'est pas une ballerine, hein, c'est pas une citadine très agréable à mener, mais si on prend en compte la longueur du véhicule, c'est pas si mal. 11,18 m. Hop, voilà, ça sonne. Donc ça sonne, on a les radars de recul ou les radars d'obstacles, mais on n'a pas l'affichage de la caméra 360 et ça c'est dommage. Il faut passer la marche arrière pour ça. Alors un autre chapitre qui me plaît moyen, c'est la visibilité. Devant c'est pas trop mal, même si le tableau de bord est haut, le capot est haut, donc des fois bon voilà, on peut pas trop voir devant. Bah voilà, c'est en manœuvre. La lunette elle est lointaine, elle est petite, elle est très horizontale, donc on voit pas forcément où on va. Alors heureusement on a la caméra de recul. Et surtout on voit absolument rien en 3/4 arrière, parce qu'en fait vous avez l'impression vu de l'extérieur du véhicule qu'il y a une custode, mais en fait pas du tout. Il faut se débrouiller, donc là aussi la caméra nous sauve les fesses. Mais globalement, quand on fait son petit contrôle de vérifier les angles morts, eh ben on est toujours déçu parce que il y a beaucoup de carrosserie et pas beaucoup de vitrage. Allez, nous voilà sur une petite route du Pays d'Hôte. Ça va nous permettre de tester les qualités dynamiques de cette 408 PHEV 180. Allez, c'est parti. Et alors quand on appuie, hein, on a un peu les transitions, on passe en mode hybride et on a les transitions entre le moteur électrique et le moteur thermique. Donc le moteur électrique 110 chevaux, le moteur thermique 150 chevaux. En cumulé, c'est 180 sur le train avant. Et c'est pas totalement transparent, hein. On sent les transitions. Je parlerai pas d'à-coup parce qu'il n'y a rien de violent, mais on a une légère, un petit temps de latence. C'est dû aussi à la boîte automatique, hein, qui choisit le rapport, qu'on peut d'ailleurs descendre en utilisant les petites palettes sur le volant. Voilà. Donc cette voiture, elle prend un petit peu plus de roulis que ce que j'attendais, hein. Il y a du débattement. Je pense que, étant donné qu'il y a une grosse batterie derrière, qu'elle est un peu plus longue que la 308, elle a peut-être été réglée pour être un peu moins pointue. On est aussi chaussée de Michelin, dont la priorité n'est pas forcément le grip, mais un petit peu plus l'efficience. On entend le moteur thermique qui démarre. Alors là, si on fait des petits coups de volant avec le petit volant qui est assez direct, on sent que voilà, il y a un poil de lag. La voiture reste pas entièrement à plat. Voilà, c'est un peu moins typé Peugeot qu'une 308. On sent qu'il y a un petit poids élevé à gérer, hein. On est au-delà de 1700 kg. Et donc voilà, on a choisi quand même de ne pas trop sacrifier le confort d'amortissement. Hop, on y va. Alors on est en mode hybride, hein, donc les deux moteurs travaillent de concert jusqu'à 180 chevaux. Le 0 à 100 il est bouclé en à peine plus de 8 secondes, ce qui finalement n'est pas si différent de la version de 225 chevaux. Hein. Donc pour moi, passer à la motorisation supérieure, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Alors on va faire le test de freinage. Eh ben, ça freine bien droit et relativement naturellement. Alors c'est un défaut récurrent chez les hybrides rechargeables de chez Stellantis. C'est que voilà, on a des retours dans la pédale, on a des réactions un petit peu différentes. Je l'avais constaté par exemple dans la 508 225 hybride, dans le Citroën C5X, etc. Et parfois ça manque de naturel, ou alors si vous êtes en ville, vous allez avoir un freinage très fort. Et si vous êtes hors agglomération, vous allez avoir un freinage plus naturel. Ils ont un peu amélioré le réglage, mais ça reste quand même un poil artificiel. En revanche, voilà, sur le freinage en lui-même, la voiture, elle s'arrête en peu de temps. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et ben voilà, sur autoroute, calé au régulateur à 130 km/h. Alors je tiens à saluer l'assez bonne insonorisation de ce véhicule. Je trouve que c'est particulièrement marqué sur les bruits de roulement. Et mon sonomètre, il met une moyenne de 68 décibels, ce qui est plutôt pas mal. Un petit mot sur le confort autoroutier. Je garderai en tête quand même que les sièges, s'ils offrent pas un maintien exceptionnel, sont plutôt confortables. Ils sont plutôt dans la version dure du spectre, mais offrent quand même un confort qui, au fil des kilomètres et au fil des heures, demeure tout à fait satisfaisant.
Alors en théorie, ce véhicule est capable d'aller jusqu'à 225 km/h en pointe. Évidemment, il faut que ça se passe en Allemagne. Alors on va parler un petit peu de la consommation. En 100% électrique, ce véhicule, il est capable de faire 61 km WLTP, donc c'est 61 km théoriques sur des rouleaux. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, j'ai fait la mesure tout à l'heure sur un parcours urbain, périurbain et campagne. Au bout de 45 km, la batterie était vide. Il faut dire qu'elle est d'assez petit format. Sa capacité, c'est 11,3 kWh en net et 12,4 en brut. Et si ce véhicule est capable d'aller jusqu'à 135 km/h en mode 100% électrique, vous viderez très rapidement la batterie, sans doute en une trentaine de kilomètres sur autoroute. Donc pensez-y si vous faites des trajets pendulaires, c'est évidemment l'intérêt d'un véhicule hybride rechargeable. Si vous faites de l'autoroute, il ne faut pas que ce soit une section trop longue, sinon vous basculerez sur le moteur thermique. Alors la batterie, elle ne se vide jamais totalement. On garde un petit matelas qui permet d'avoir une assistance, par exemple quand l'autoroute monte, ou avoir un petit peu de régène quand l'autoroute descend. Mais globalement, à ce moment-là, on compte surtout sur le moteur thermique. Et là, les consommations d'essence s'envolent un petit peu. Sur autoroute en stabilisé, moi, j'ai mesuré autour de 8 litres de consommation au 100 km. C'est évidemment beaucoup. Mais comme toujours, il faut jouer le jeu de l'hybride rechargeable et penser à charger la voiture. D'ailleurs, sur une prise domestique, la recharge de la voiture s'effectue en 7 heures. Sur une prise renforcée, on fait le plein de la batterie, entre guillemets. Je sais bien qu'on fait pas le plein d'une batterie en 3h30 et 1h40 si on prend l'option 7,4 kW. Mais attention, c'est en option. Allez, nous voilà branchés sur une borne publique. Ça nous laisse le temps de discuter tranquillement des tarifs. Sachez que la 408 version 180 hybride rechargeable, elle est proposée à partir de 45 450 €. Ça fait 5 000 € de plus qu'une 308 avec le même moteur. Ça fait un petit peu mal la différence de prix. Je rajouterai là-dessus que notre version d'essai, elle est proposée à partir de 49 500 €, qu'elle a quelques options supplémentaires comme le toit panoramique. Ça nous porte à 51-52 000 €. Ce qui est les mêmes eaux finalement que pour les électriques une Hyundai Ioniq 6 ou pour les hybrides rechargeables un BMW X1 ou encore une Mercedes Classe A 25E berline. Donc la premiumisation chez Peugeot, c'est pas un 20 mots, les tarifs sont vraiment élevés sur cette 408 et c'est là pour moi que le bas blesse sur cette auto qui par ailleurs est plutôt agréable avec un habitacle moderne, bien pensé, de la place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. On peut discuter tranquillement de cette auto ou d'autres dans les commentaires. Et on se retrouve très vite sur Automobile Propre. Allez, ciao!